Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une remise en ligne d'une vidéo. Alors ça, j'avais pas encore fait sur la chaîne, mais il y a des raisons à ça. Donc en effet, vous assistez maintenant à la remise en ligne de la vidéo sur le reportage TF1. Le reportage TF1 avec la 3D volumétrique, avec tout ça. Donc je le remets en ligne, pourquoi ? Alors d'abord, je voulais vous remercier pour l'audience de ce reportage, mais en même temps, j'ai lu les commentaires. Il y a des super commentaires extrêmement positifs et autres, mais il y a quand même des commentaires qui disent « Ouais, on aime bien ton reportage, mais j'ai arrêté au bout de 3 minutes parce que tous les logos de ta chaîne qui masquent les images des trucages de TF1, c'est insupportable et tout. Comment est-ce que tu as pu faire ça ?» Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut savoir que cette vidéo contient des images de TF1 qui sont surprotégées par des droits d'auteur. Surprotégé, vraiment à fond. Et là, c'est YouTube. Qu'est-ce qui se passe sur YouTube quand on est un créateur et qu'on met une vidéo en ligne? C'est tout simple, on met la vidéo en ligne et après, il y a un robot. Le robot YouTube qui va commencer à la checker. Il va dire voilà, est-ce que par hasard, il n'y a pas des droits d'auteur sur la musique? Est-ce que par hasard, il n'y a pas des droits d'auteur sur l'image, sur ci, sur ça? Et il y a plusieurs degrés de blocage. C'est-à-dire qu'en effet, d'abord, ils te disent bon, ça va tout doucement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas monétisée. Tu ne peux pas gagner un centime avec la vidéo. Deuxièmement, ça devient plus grave. C'est qu'il y a des droits d'auteur qui sont plus généraux. Ça peut être certains pays, ça peut être plus grave. Et dans le cas présent, les droits d'auteur des images TF1, c'était carrément pas de monétisation, ça je m'en fous, et 76% de ma communauté ne pourrait pas avoir la vidéo, ni notification, ni rien. Elle était bloquée, verrouillée et bannie. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai mis un logo de ma chaîne YouTube sur toutes les séquences de TF1 qui étaient truffées de droits à l'image, de droits d'auteur, ce qui m'a permis de mettre la vidéo en ligne. Mais je comprends très bien que c'est pas élégant du tout. Je sais très bien que même moi en regardant, je dis oh là là, je vais être vulgaire, je dis putain, je fous le logo, je préférais qu'il n'y ait rien et tout. Mais si j'avais mis rien, il n'y avait pas de vidéo. Donc le truc, c'est que j'ai réfléchi, j'en ai parlé à TF1 qui avait déjà une solution, et la solution est la suivante. C'est que j'ai remonté cette vidéo, celle que vous allez voir maintenant, où il n'y a pas les blocages avec les logos. J'ai envoyé à TF1 avant l'apparition de la vidéo le lien de YouTube. Et dans ce cas-là, TF1 fait ce qu'on appelle une whitelist, c'est-à-dire qu'il demande à YouTube de ne pas, entre guillemets, verbaliser la vidéo, c'est-à-dire de ne pas la bloquer de tous les côtés. Donc c'est ce que vous avez maintenant. Alors vous me dites pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça du premier coup? Parce que le côté whitelist, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des fois, moi ça n'a pas marché. Avec des trucs Netflix, la vidéo s'est trouvée bloquée quand même. Donc j'étais un petit peu hésitant à faire une whitelist, et en plus j'étais à la bourre. Je vais être franc avec vous, moi la vidéo je l'ai finie super à la bourre, et j'ai même pas donné l'occasion peut-être aux gens de TF1 d'essayer de travailler avec YouTube pour qu'elle soit pas banni ou qu'il n'y ait pas de sanction. J'étais trop à la bourre et je dis bon, on met la vidéo en ligne avec le logo. C'était ma décision, j'ai fait tout ce que j'ai pu et malheureusement c'est vrai que c'est normal que vous n'ayez pas été content de voir les images démonstratives de 3D avec un logo. C'est normal, moi-même j'étais pas bien en le faisant. J'étais pas bien du tout en tant que créateur, j'étais là, qu'est-ce que je suis en train de faire aux gens? Je leur montre des images, elles sont criblées de logos de partout. À ce moment-là, j'avais pas le choix. Voilà, merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Je vous ai expliqué avec mes tripes ce qu'il en était. Et voilà, vous avez une deuxième chance de voir la vidéo si vous le souhaitez, maintenant sans les logos. Et c'est pour ça que vous allez avoir deux versions qui vont rester en ligne, celle avec ou sans. Parce que si ça se trouve, dans peu de temps, celle sans les logos, elle va également se faire bannir. Tandis que la première, elle bougera pas. Parce que justement, il y a les logos. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo exceptionnelle. Vraiment un truc unique que je pensais jamais avoir la chance de vous montrer. Je suis actuellement à la Tour TF1. Alors regardez, devant moi, je vais arriver tout doucement. Ça, c'est la régie du JT de 20h, carrément. Donc je suis ici avec les potes et tout, et on est donc dans un accès bien sûr strictement réservé aux personnels autorisés. Et là, vous avez le plateau du légendaire JT
de 20h, baptisé maintenant le plateau Jean-Pierre Pernaut, qui était un grand monsieur de la télé. Alors dans quelques instants, on va voir Yanni avec nous. Et Yanni va nous parler d'un truc de fou. C'est que sur le JT de 20h, il y a eu 2 séquences exceptionnelles qui ont été tournées sans que les gens sachent, avec une technique qui s'appelle la captation en 3D volumétrique et qui permet à des journalistes de faire encore mieux comprendre le sujet de leurs interventions. Donc on va parler à Yanni, on va se balader, on va partir à Marne-la-Vallée pour voir des techniciens justement qui gèrent le plateau volumétrique, on va parler à des graphistes, bref, une vidéo complète sur les coulisses de ce qui est pour moi une révolution dans le monde de la captation, pas uniquement pour un JT de 20h, mais pour tous les types de captation, parce qu'on crée un jumeau numérique qu'on peut placer comme on veut dans n'importe quel décor. Vous allez voir, c'est ouf, c'est très différent des plateaux virtuels qu'on avait sur la chaîne avec Netflix et autres. Et là, Yanni va nous en parler. Vous allez halluciner, littéralement halluciner pendant qu'on prépare le JT de 20h. Il y a des reflets, mais on voit le plateau, on est juste devant. Voilà. Il est là, il est grand. Salut Yanni. Salut Pépé, ça va? Eh bien écoute, je peux pas être plus content. Parce que là, c'est cadeau quand même. Merci. Merci, c'est cadeau. Ouais, alors d'abord, avant que ça commence, je voulais expliquer pourquoi j'étais là. Parce que j'ai vu ton travail et je me suis dit, je ne devrais pas le dire parce que ça va... Mais comment il a fait ça? Et vous avez les images qui passent actuellement à l'écran. Et c'est ce qui m'a poussé à te contacter et dire mais quelle technique tu as utilisée pour faire ce que tu as fait dans le JT de TF1 et tu vas nous en parler parce que j'avais jamais vu ça. Alors ce qu'on a utilisé, ça s'appelle de la vidéo volumétrique. C'est-à-dire que ici, sur le journal de 20h de TF1, ça fait des années qu'on est déjà habitué à utiliser des technologies comme la 3D, la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour montrer... En fait, très simplement, montrer ce qui ne se filme pas. Quand on fait de l'information, on a besoin de raconter une actualité, une information, et principalement dans un JT, on va utiliser des images qu'on a filmées pour le raconter. Simplement, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas d'image. Ça peut être des sujets qui peuvent se passer sur la Lune, sur Mars, à l'intérieur du corps humain, dans le passé ou dans le futur. Et quand on parle notamment d'un sujet qui est peut-être le sujet le plus important pour tout le monde aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique, mais on n'a pas d'image du futur et on n'a pas d'image du passé. Enfin, on a des images du passé, mais jusqu'à un certain point. Et donc, pour raconter toute cette histoire, on a besoin de recréer virtuellement des choses. Donc, nous, on peut le faire très régulièrement en plateau. On le fait aussi dans des reportages, dans des formats qu'on appelle terre augmentée. Mais désormais, on le fait aussi avec de la vidéo volumétrique et c'est le sujet dont on se parle. Alors, l'idée, c'est, encore une fois, les gens regardent les images actuellement à l'écran, c'est de tourner malgré tout en dehors de ce plateau. C'est-à-dire qu'on garde le principe du fond vert. Oui. Parce que faut que tu saches en effet que sur la chaîne, il y a eu beaucoup de vidéos sur le plateau virtuel avec des écrans, justement. Mais c'est pas du tout le concept que vous avez là. Non, là, en effet, c'est pas un fond vert simple. On va voir tout à l'heure, on va vous emmener sur place justement pour voir comment est ce studio et quelle est sa particularité. Mais il a une vraie particularité parce qu'en fait, avec un fond vert, tu vas être limité dans tes mouvements, dans tes cadrages, parce que tu as 1, 2 ou 3 caméras qui vont te filmer avec un fond vert qui a une taille telle qu'elle est. Limité aussi, il ne peut rien faire. Exactement. Et sur ces sujets, notamment lorsqu'on parle de climat, de réchauffement climatique, c'est des sujets sur lesquels on a besoin d'ampleur. Parce qu'on montre des paysages, on montre des phénomènes naturels, on montre des phénomènes historiques sur lesquels on veut justement cette sensation d'ampleur. Parce qu'elle dit quelque chose éditorialement, elle dit quelque chose du sujet. Et donc, cette vidéo volumétrique, elle nous permet de donner davantage d'ampleur à nos séquences, donner davantage de mouvement aussi. C'est pour ça qu'on a choisi cette technologie. Alors moi, il y a un truc qui m'interpelle, parce qu'on découvre cette technologie au travers de ton travail sur le JT, mais toi-même, tu l'as découverte comment cette technologie? Vous savez comment que ça existait? Il y a un truc aux États-Unis qui t'a fait tilt? Il y a d'autres pays? Ou est-ce qu'en effet, une boîte t'a contacté en disant « je peux le faire, est-ce que je peux venir ?» Non, en fait, on est tombé sur une vidéo qui a été faite par ce studio, Extensible, qui est un studio français, et on a tout de suite vu le potentiel pour les formats justement virtuels qu'on réalise au journal de 20h de TF1, parce qu'on a tout de suite vu qu'en termes de narration, en termes de possibilités éditoriales, ça ouvrait un autre univers, et avec des sujets justement qui ont davantage de puissance, davantage d'ampleur, tout ça mis au service du contenu. Ça, je veux insister là-dessus, parce que
que contrairement au cinéma, aux jeux vidéo, aux clips musicaux, à tout Commence ce qu'on veut... pas, hein, parce que dis des gentillesses quand même. Hein, parce que non, mais je tout ça c'est très bien, mais nous, on fait du journalisme, on fait de l'information. Ça veut dire que si on utilise ces technologies, c'est pas pour faire du spectacle, pour divertir. C'est pas pour faire du Marvel. Voilà. C'est pas pour faire du Marvel, sinon voilà. eux, ils le font très bien. Nous, on le fait au service d'un propos, au service d'un contenu d'information. On le fait pour le mettre au service de l'information. Et par exemple, le reportage dont tu me parles, 6 minutes pour comprendre concrètement et avec pédagogie d'où vient le réchauffement climatique, pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on a autant de mal à s'en sortir. Mais avec ce format, on arrive à cet exercice un peu de synthèse, de pédagogie et d'information. Donc j'insiste, c'est toujours la forme au service du fond, et le fond c'est de l'info. D'accord. Mais alors, le truc, c'est que ce que tu me dis, contrairement à une actualité super chaude, il y a quand même un temps de fabrication de ta séquence. Parce que quand on verra tout à l'heure, justement, au travers des interviews, on n'est pas sur quelque chose que l'on fait en claquant du doigt. C'est une machinerie complexe de faire ce que tu as fait, toi, au JT. Oui, ça prend du temps à faire. Donc, c'est pas pour de l'actu chaude qu'on va dégainer le matin pour le soir même si ça nous est arrivé, par exemple, quand Notre-Dame a pris feu. Très rapidement, on avait sur le plateau du 20h une maquette de Notre-Dame en 3D, en réalité augmentée, pour expliquer exactement d'où était parti le feu, qu'est-ce qui avait été détruit. Donc, on est capable d'être réactif avec nos 3D, mais pour la vidéo volumétrique, c'est pas du matin pour le soir même, ça prend un peu de temps. Donc, c'est la première fois en France qu'il y a ce type de création en 3D volumétrique sur un plateau, enfin, qui est présenté pour de l'info. C'est la première fois. C'est la première fois, oui. Et toi, en tant que professionnel, tu as quelle vision de ça? Tu te dis que c'est quelque chose qui ouvre une ère gigantesque, ça va être utilisé avec parcimonie, parce qu'il y a quand même un temps de préparation, ça coûte cher aussi, c'est pas un truc que tu veux faire avec 150 sujets par an, on est d'accord? Non, il faut surtout pas que ce soit un gadget, il faut surtout pas le galvauder, à vouloir s'en servir à tout va, il faut le mettre encore une fois au service du contenu. Donc on part toujours du contenu, de l'information qu'on veut expliquer, qu'on veut raconter. Et je suis content de faire de la vidéo parce que vraiment les gens vont comprendre les coulisses de ça, parce que les gens ont dû regarder en pensant, ah oui, après tout il apparaît et tout, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fin de compte, on verra tout à l'heure, tu t'adressais absolument à personne dans ce studio, tu étais dans le vide et tu n'avais même pas une caméra vraiment devant toi. C'est là que tu as un gros travail d'acting, on en parle tout à l'heure, parce que ça m'a sidéré. C'est une façon de travailler différente. Oui, on verra sur le studio, mais c'est différent parce qu'on n'a pas une caméra devant soi, on en a beaucoup plus, et c'est même pas elle qu'il faut regarder de toute façon. Mais c'est une autre façon, ça complexifie certaines étapes, ça en facilite d'autres, et puis surtout, ça ouvre un horizon qui est extraordinaire. Tu as fait paraître 2 sujets qui utilisent cette technologie déjà. Et quelles ont été les réactions des gens? Parce que je sais que vous avez des réactions du public et des professionnels. Quand ils ont vu ça, est-ce qu'ils ont été comme moi, émerveillés techniquement? C'était du délire, la séquence est délirante. Alors, émerveillés techniquement, oui, c'est bien, mais ce qu'on apprécie encore plus, c'est de voir tous les retours qu'on a eus sur le contenu. Et de voir que cette technologie, elle avait été comprise comme étant un écrin pour valoriser l'information. Et donc, en fait, moi, ça me plaît beaucoup quand on a des retours de beaucoup de gens qui nous disent « j'ai réussi à comprendre ce sujet grâce à vous, grâce à ce format, grâce à cette technologie, ça a mis l'enveloppe, la forme dont j'avais besoin pour comprendre ce sujet. » Et ça, c'est les meilleurs retours qu'on peut avoir. Et on en a eu beaucoup. Alors maintenant, ce que je te propose, Yanni, c'est qu'on a fait l'intro ici à TF1 pendant qu'il y a encore quelques petites visites, parce que le JT commence dans quelques heures pour nous. On va aller sur le terrain. Oui, on y va. Comme ça, les gens vont vraiment comprendre quelles sont les coulisses de tout ça, parce que c'est encore plus passionnant que la séquence elle-même. Vous allez voir, c'est dingue. On y va? On y va, c'est parti. Let's go. Oh là là, mais quelle intro! Parce que maintenant, nous sommes à quelques kilomètres de Paris, devant la société Extensible. Et la magie s'opère ici, dans ce grand hangar. Donc on va y pénétrer, comme ça, en vlog, donc en interaction. Voilà, messieurs, dames. Hop! Et on va d'abord avoir une petite surprise. C'est une petite mise en bouche sur ce qu'on peut faire. Voilà, regardez. Vous allez avoir un écran géant devant vous, avec le dieu Christophe qui est là. Et regardez déjà l'animation. J'arrive ici, je me positionne là, et je fais petit, 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 petit. Oh, regardez, il est là. Jojo le pingouin. Et vous avez un début de rideau vert. Et c'est là où la magie va vraiment opérer. On va entrer ensemble dans ce qui est un plateau de capture volumétrique. C'est la première fois que ce type de plateau existe en France. Donc regardez comment c'est fichu. Moi, je vais aller au centre ici pour vous parler un petit peu plus de ça. Parce que quand on pense à capture volumétrique, peut-être que certaines personnes pensent à Matrix avec des rangées comme ça d'appareils photo, mais là, c'est pas ça du tout. Regardez comment c'est fichu. Vous avez donc des systèmes d'éclairage
un fond vert qui est entièrement circulaire sur 360 degrés. C'est le but de la manœuvre. Et là, pour le moment, on ne voit pas vraiment les caméras. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, elles sont minuscules. On va s'en approcher. C'est la techno utilisée. 4D Views, ce sont des petites caméras placées partout et qui vont créer cette capture volumétrique dont on va parler dans toute la vidéo, avec des interviews dans quelques instants. Vous allez comprendre comment c'est fichu, comment c'est possible, surtout. Parce que moi, le système plutôt de plateau virtuel, je le connaissais bien, parce qu'on a fait des vidéos sur les plateaux virtuels, avec un écran derrière, avec des tas de trucs, on a fait avec Netflix et autres. Mais là, c'est carrément différent, et c'est le secret, justement, de ce que fait Yanni avec TF1 sur le JT. C'est ici que ça se passe, et on va tout savoir dans quelques instants. Mais déjà, c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Voilà, je me place au centre parce que c'est ici que se fait la capture volumétrique. Mais quelle intro, mais quelle intro! Je suis fou de joie. Je fais un petit panoramique comme ça. Vous ayez bien mal à la tête. Alors si vous avez un mauvais téléviseur, ça fait ça, hein, avec les éclairages blancs. Regardez un peu, comme c'est génial. Et ça tombe bien parce qu'il y a Valentin qui est là pour filmer en même temps mes bêtises à l'intérieur du plateau volumétrique. C'est parti, retour sur le lieu du crime. Ouais, ça y est. Quand on tourne une séquence, en fait, on se met, voilà, juste là, tu es avec moi, on est à l'intérieur du cercle, et ensuite, on est capté par toutes ces caméras qui vont donc, comme fonctionne cette technologie, nous mapper en 3D et nous filmer un petit peu sous toutes les coutures. Donc, quand on est en tant que journaliste ici au milieu, ce qui est un peu déstabilisant, c'est que à la télévision, on est habitué à regarder une caméra. C'est ce que j'allais te dire. Moi, c'est pas que je suis stressé, je me dis laquelle est active. En fait, elles sont toutes actives et toutes nous filment en même temps. Donc, c'est toi qui décides où tu regardes et c'est en post-production qu'on adaptera la caméra à là où tu as regardé. Donc, ça peut être un peu déstabilisant parce que quand on raconte une information, qu'on explique un sujet comme on le fait sur TF1, il faut regarder ce qu'on est en train d'expliquer, de montrer. Donc, on l'imagine. Il y a un petit peu un jeu d'imagination. D'acting, presque. Oui, presque d'acting, où on doit imaginer ce qu'on a devant soi et ensuite on le montre et la caméra s'adaptera encore une fois en post-production. C'est là un peu toute la magie de cette technologie. Mais justement, quand j'ai vu ton sujet la première fois, je me dis combien de temps tu as préparé, toi, pour arriver à imaginer ce que ça allait pouvoir donner chez les gens. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que là, regarde, les gens voient devant quoi on est. On n'a rien, c'est comme les acteurs, c'est comme... Ça prend du temps, ça prend plusieurs semaines parce que avant tout, c'est un vrai travail journalistique de recherche. Donc, on parle à des spécialistes, on interviewe des experts pour comprendre un sujet, pour l'écrire. Et une fois qu'il est écrit, comme on écrirait un article ou un reportage de télévision traditionnel, là, on arrive dans la dimension où on va se poser la question du storyboard. Donc, on fait des dessins et on se demande, OK, quand je serai sur cet écran, sur ce plateau, comment est-ce que je vais animer la scène? Qu'est-ce qu'on va voir autour de moi? Quels seront les mouvements de caméra? Tout ça, on le décide avant le tournage. Comme ça, quand on est au tournage, on a une feuille très précise et on sait très précisément ce qui va se passer. Finalement, le tournage n'est pas très long. C'est vraiment la préparation qui est très longue. Et puis après, la post-production, tout le travail du graphiste. Parce que l'idée, en regardant cette séquence, tu te dis, toi, en tant que journaliste, tu t'imagines faire ça combien de fois l'année? C'est-à-dire 6 fois l'année, 7 fois l'année, moins que ça, vu la somme de travail à chaque fois? Ça dépend des actualités, des opportunités, tout ça. Mais en effet, ça peut pas être 30 fois par an. Et puis il y a un budget aussi, c'est qu'il faut louer ce studio, ça coûte aussi de l'argent. C'est normal et Christophe, c'est comme ça qui se finance. Donc c'est quelque chose qu'on réserve pour des occasions particulières, mais qu'on a l'intention de continuer à faire plusieurs fois dans l'année. Ah, bravo Yanni. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour. Tu t'appelles comment? Eh ben, je m'appelle Fred. Et moi, c'est Christophe. Et moi, c'est Christophe. Et voilà. Christophe, Fred et Christophe. Alors, autant vous dire, les gars, que je suis ravi d'être là. Parce que déjà, avec l'intro avec Yanni tout à l'heure chez TF1, c'était du délire. Parce que quand j'ai vu la séquence, moi, en télé, je dis, mais il se passe un truc là. C'est un truc que je n'ai pas l'habitude de voir. J'ai vu des trucs aux États-Unis sur Weather Report, il y avait des tas de trucs avec des chaînes de télé qui essayaient des choses. Et là, on m'a dit, c'est autre chose. Alors, je suis rentré tout à l'heure, les gens ont vu ce plateau. Alors, c'est un plateau de captation volumétrique. Comment ça fonctionne? On a un certain nombre de caméras, donc on est sur une serre de 12 mètres de diamètre et de 5 mètres de haut. À l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle des pods, sur lesquels il y a des caméras et des lumières. En tout, on a 32 caméras qui permettent de tourner la personne en 360 degrés. Et ensuite, c'est les serveurs informatiques qui vont recalculer la personne en objet numérique, en
jumeaux numériques. Chaque caméra est en 4K. Est en 4K. Voilà. Donc tu tournes, tu captures la personne. Absolument. Et après, donc tu peux changer l'angle et autres à volonté, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors moi, comme je dis dans l'intro, il y a toujours une vision pour moi de quelque chose qui était volumétrique avec Matrix, avec tous les appareils photo. C'est pas du tout ça. Non. Et l'idée de base, qui conçoit cette technologie? Comment vous êtes intéressé à ça, vous? Alors comment on s'est intéressé à ça? Eh bien, c'est Christophe qui, au détour d'un salon, le Christophe, voilà, est revenu un jour en me disant faut que je te parle d'un truc. Et bah, c'était le studio vendu par 4DView, qui est une société grenobloise. En fait, c'est un jeune ingénieur français qui en a fait sa thèse à l'école. Et puis ensuite, ils ont commercialisé ce studio qui s'appelle Holo6. Et je crois qu'il y a 25 studios comme ça dans le monde. Et aujourd'hui, on est les seuls en France à faire ça. Ce qu'on peut en faire exactement, imagine, quelles sont les applications qu'on peut avoir avec cette technologie qui a l'air dingue, oufissime? Alors écoute, il y a plein d'options, hein. Déjà, l'idée d'avoir fait de la capture volumétrique, c'est que l'évolution des logiciels 3D tels que Unity et Unreal nous faisait voir qu'on va vraiment de plus en plus loin dans les univers 3D photoréalistes. C'est la seule technologie qui te permet de pouvoir les intégrer tout de suite et d'avoir une personne qu'on intègre directement dans un environnement. Donc, comme ça a été fait pour le journal de TF1. Et puis, les autres cas d'usage qu'on est en train de voir, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir faire des animations en réalité augmentée, en hologramme, en intégration digitale, qu'on ne pourrait pas faire en temps normal. Donc, on a aussi la motion capture qui existe, qui est une autre techno. Mais celle-ci, elle nous permet immédiatement d'avoir un média qu'on peut intégrer dans une source 3D et de pouvoir tout de suite avoir un film fini. Donc c'est un gros avantage pour plein de choses, hein. Déjà en termes de timing, en termes de coût, et puis on peut tourner plusieurs scènes chez nous et après recréer le décor autour, comme on en a envie. La seule limite, on parlait du temps réel tout à l'heure, c'est qu'en moyenne, on est entre 5 et 8 heures de calcul par minute. Ouais. Pour reconstituer le personnage en numérique. Donc malheureusement, on peut pas faire de temps réel à notre... moi, j'adorerais, venant de l'événementiel, j'adorerais pouvoir proposer cette techno en temps réel, mais c'est pas possible. Sur la chaîne, les gens qui sont déjà au courant d'autres technologies, comme le plateau virtuel, avec Unreal Engine, là, c'est radicalement différent, puisqu'on est sur un fond vert et non pas un écran réellement derrière. Donc, est-ce que votre système s'adresse également au cinéma, aux vidéoclips, à la pub? Ça peut fonctionner avec ça également, mais avec une préparation qui est aussi gigantesque, parce que ça peut, quand tu me dis 1 minute, 8 heures pour faire 1 minute, c'est pas monstrueux malgré tout, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de préparation. Non, le temps de calcul effectivement est important, mais en fait c'est rien parce que on va prendre pour le cinéma par exemple, on va pas tourner le film entièrement ici, mais juste sur des petites portions où on aurait besoin éventuellement de travelling ou de mouvements de caméra un peu spécifiques. Et ben là, chez nous, en fait, on peut avoir les mouvements de caméra sans avoir les grues, les travelling, etc. T'as les mouvements sans mouvement, c'est-à-dire que on a exactement. Ouais. C'est ça qu'il faut, pour résumer, parce que j'essaie de bien saisir tout ce qui se passe. En fin de compte, il faut que les gens comprennent qu'on n'a pas besoin d'une caméra qui tourne autour de quelqu'un. C'est le système qui va créer le mouvement. Exactement. Alors, on va parler d'une technologie, on parle beaucoup de réalité mixte, ouais. Mais la réalité mixte, c'est quoi? C'est de l'intégration en temps réel d'un objet avec un environnement. Donc, pour tous ceux qui font de la réalité virtuelle, qu'on connaît, qui font maintenant de la réalité mixte avec des HoloLens ou bientôt le casque d'Apple, qu'on verra peut-être un jour, eh bien, notre technologie fonctionne parfaitement. Et aujourd'hui, c'est, on va dire, le média qui va être le plus adapté pour faire de la réalité mixte. Surtout que nous, ce que ça nous permet de faire, c'est d'ancrer une personne dans un univers et de tourner autour. Or, avec un smartphone, on n'a qu'une prise de vue, on n'a qu'un angle. Et même si on la recompose et qu'on viendrait filmer une personne, pour qu'elle soit vraiment photoréaliste, intégrée avec cette qualité de rendu, on y arrivera forcément à un moment, mais on n'y est pas encore, je suis sûr. Donc pour moi, au niveau de ce que l'on peut faire techniquement, cette capture volumétrique, c'est ce qu'on fait de mieux actuellement dans la précision, la qualité, la fluidité, parce que c'est ça aussi. Il y a des fois, c'était détectable à l'œil. Là maintenant, moi j'ai vu des trucs où c'est quand même assez dingue, quoi. C'est-à-dire la précision et la qualité qui est respectée. C'est une des meilleures technos au monde, là. J'avais vu un personnage qui se baladait comme ça au milieu du salon Vivatech, qui avait été capturé justement avec ça. C'était extrêmement impressionnant. Ah oui. C'est pour ça qu'on parle de jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on a vraiment une copie
numérique de ce qu'on voit. Donc c'est vrai que quand on parle de remplacement de comédiens et de choses comme ça, non, parce que justement, grâce à cette techno, on n'a pas un avatar, on a quelqu'un d'humain capable de jouer une scène avec des émotions, etc. Et c'est bien des sentiments et c'est retranscrit. Donc on n'est pas en train de remplacer les comédiens. Exactement. L'idée, ça a été en étant les premiers à faire l'acquisition de cette techno, c'est de mettre l'humain au centre de nos animations. Et comme aujourd'hui, en plus, on voit de plus en plus que les entreprises ont une éco-responsabilité, où elles veulent faire des économies, qu'elles veulent faire des économies carbone. En filmant les séquences chez nous et en reconstruisant les décors à côté, ça nous permet d'avoir des réalisations déjà totalement nouvelles, photoréalistes. Et en plus, l'humain qui va être dedans va pouvoir expliquer de façon très concrète sa scène, et elle va être facilement compréhensible par les gens. On va aller voir deux, trois choses sur vos ordinateurs, messieurs. Et merci déjà par avance, mais quel talent, quel duo. C'est incroyable, Merci. Je suis tout décoiffé. Fred, ça va toujours? Ah, ça va toujours, très bien, merci. Alors, mais c'est top parce que là, on va voir des choses, des exemples concrets, parce que pour le moment, on a commencé à beaucoup parler, on a vu Yanni, on a vu le JT, et là, on rentre au cœur. Là, on rentre au cœur de tout. Là, c'est un tournage qui a été fait justement pour Yanni. Et là, on a tous les angles de caméra. Voilà, on peut surfer dessus comme ça. Alors évidemment, c'est animé, hein, c'est pas du statique. Voilà, tout ça bouge. Et je vais ouvrir la partie volumétrique. Mais non. Et là, on est sur la partie volumétrique. Voilà, et donc c'est là où on peut, voilà, ça bouge, mais on peut faire au-dessus ou en dessous. On peut faire ce qu'on veut. Je peux zoomer dedans. On peut. Donc tu pourrais faire passer virtuellement la caméra entre les deux personnes. Absolument, même entre les jambes si j'ai envie. Et ressortir par derrière, voilà, comme ça. Je pourrais très bien attaquer un plan. Hop, attaquer un plan comme ça. La caméra passe là, elle fait le tour, elle passe entre les jambes et elle ressort par derrière, ou elle monte comme ça, boum. Mais d'une façon créative pour un cinéaste, c'est de l'or de pouvoir faire ça, parce qu'en fin de compte, c'est comme s'il avait vraiment 32 caméras qui se baladaient devant ses acteurs, il pouvait choisir laquelle il souhaitait en temps réel. C'est-à-dire que là, vraiment, tu tournes au niveau de ta souris. Absolument. Et la définition reste quand même correcte quand tu arrives à zoomer, ou il y a toujours des petits problèmes techniques, on est entre nous. C'est bon, quoi. Là, voilà. Bon. On est pas mal. Mais alors, par exemple, les casquettes, en fait, il y a le mélange du front avec la casquette. On a quelques contraintes quand même avec la volumétrie. Mais on est sur du jumeau numérique. Hein. Voilà. Ça, si je zoome vraiment au milieu... Alors, on ne peut pas tourner avec des lunettes. Ça, c'est une chose... Ah bon? Non. Parce que, en fait, tout ce qui est flaconnage, par exemple, parce qu'on nous a demandé de faire des bouteilles de parfum, tout ce qui est... si on doit faire une scène de combat avec des fleurets, le fleuret va être trop fin et donc on va pas le voir. On a tourné aussi un champion BMX et très bien. Il n'y a pas de rayons gros parce que les rayons sont trop fins et ne sont pas reproduits par la volumétrie. On va y arriver, il faut pousser encore plus la def. Et donc le verre, on peut pas avoir de verre avec les lunettes parce que forcément la machine ne fait pas la différence entre la transparence du verre et l'œil. Donc du coup, il y a un espèce de mélange de matière, c'est pas terrible. C'est que là, ils sont statiques, mais il faut imaginer en mouvement, parce que c'est là, on les prend statiques pour travailler, mais en mouvement. En mouvement, voilà. On va les voir en mouvement. Voilà. Donc, oh la vache. Voilà, je vais les remettre de face, tu vois. Hop là, je peux zoomer comme ça pour voir la scène d'en dessous. Voilà. Et puis tout à coup, paf, tiens, je décide de passer au-dessus. On fait ce qu'on veut avec. Hein. C'est ça qui est rigolo. Donc on rappelle aux gens que ce ne sont pas des avatars, ce sont des jumeaux numériques, des acteurs qui sont donc numérisés par le système. Absolument. Ce sont eux, ce sont les acteurs là. Absolument. Ça qui est important, c'est qu'on ne les a pas créés à partir des acteurs. Non, ce système, il n'a aucun intérêt si on doit créer les acteurs. Le vrai avantage de ce système, c'est de pouvoir, en assez peu de temps finalement, avoir un double numérique et être capable de l'implanter dans n'importe quel monde virtuel. Regarde, moi je te aussi, je te fais des volumétriques derrière, regarde. Voilà. Je te fais des volumétriques. Mais merci Fred. Merci beaucoup. Bonjour. Ça va? Ça va. Oh, ça va. Alors, qui es-tu? Alors, je m'appelle Christophe Aragona. Je suis donc infographiste pour la rédaction de TF1.
Et donc, je travaille avec Yannick Ezard sur le produit que tu suis. Bah, que je suis. J'aimerais savoir à quel moment tu interviens dans ce projet, parce que tu interviens à plusieurs moments. C'est ça qui est Oui. crucial chez toi, c'est que tu es l'homme de la situation. Oui, oui, tout à fait. Alors, en tant que graphiste, forcément, je vais mettre en scène toutes les idées de Yannick. Mais sache qu'on travaille dès le départ ensemble, dès la conception du produit. On discute énormément des manières de mettre en scène tout ça, quoi. Donc, dès le départ, avec Yannick, de manière informelle. Storyboardez Et on storyboard. Storyboardez. Très précisément. Et après, je l'accompagne pendant le tournage chez Extensible. Et puis là, à l'étape finalement de la post-production, où je récupère les éléments. Donc, imagine, on tourne, Yannick est sur place, on tourne ses images, Oui. il y a son jumeau numérique qui arrive, et toi, tu vas gérer ces images après. Exactement. Voilà, le petit Yannick, qui ressemble à pas grand-chose là, Ouais. finalement se retrouve dans un environnement. C'est ouf. Dans l'environnement 3D. Hop, avec un peu plus de qualité, voilà. Ah, c'est dingue. Donc, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure. Une fois que son jumeau numérique a été créé, toi, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux le positionner où tu veux. C'est cela ? Exactement. Et c'est ce qui fait toute la différence avec d'autres manières de produire des reportages comme ça, c'est que j'ai encore toute amplitude pour placer les caméras, faire des mouvements, ce qui serait impossible si on avait fait un tournage fond vert traditionnel. Comme dans une bulle, en fin de compte. Exactement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous avez vécu chez Extensible, c'est uniquement une captation, comme une photographie en 3D de la scène. La véritable mise en scène, et c'est ça qui est nouveau, elle se fait au moment de la post-production. C'est là où je vais pouvoir placer les caméras, comme tu dis, en haut, en bas, en faire 1000 différentes, jusqu'à obtenir exactement ce qu'on veut faire, aussi 1000 produits différents. C'est un process de combien de temps? Je sais que c'est long en plus, parce que pour obtenir la qualité de ces effets-là, c'est du délire, parce que là, c'est en temps réel, c'est ouf, quoi. Alors effectivement, c'est en temps réel, donc déjà tu gagnes les temps de rendu qui sont coûteux dans d'autres logiciels, donc là ça va pas être le problème. Là, le problème c'est sur le produit là qu'on a fait dernièrement sur le dérèglement climatique, sur les causes, les origines du dérèglement climatique. Il y avait énormément de scènes différentes à mettre en scène. C'était en 6 minutes, donc en gros, sans que ce soit un secret, ça a pris entre 4 et 5 semaines de production, post-production. Les gens ne se rendent pas compte, on est quand même sur un mois et demi presque. Ouais, tout à fait. Pour produire, c'est pour ça, on avait parlé tout à l'heure avec Yannick également, c'est qu'on ne peut pas produire ça tous les 3 jours. C'est-à-dire qu'il faut vraiment quelque chose qui soit storyboardé. C'est comme un film quelque part, et c'est un truc qui est pensé de A à Z, qui ne laisse pas la place au hasard. Est-ce qu'il y a quand même une place quand même à la créativité finale, où tout doit être écrit? Tout doit être le plus écrit possible, mais malgré tout, que ce soit dû au hasard ou parce qu'on a changé d'idée en cours de route, il est encore possible finalement de changer les choses. C'est tout l'intérêt de la 3D temps réel et de la vidéo volumétrique. Toi qui dois avoir un petit peu beaucoup d'expérience dans la life, est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec cet outil, ou tu as déjà travaillé avec des choses équivalentes? Est-ce que tu découvres des choses que tu n'avais jamais pu expérimenter dans ta carrière? La vidéo volumétrique, effectivement, c'est le deuxième produit. Hein. On a déjà fait un avec Yannick au mois de mai, avec le même studio, et c'était effectivement une grosse découverte. On est face vraiment à une révolution dans le monde de la mise en scène et des effets spéciaux avec cette techno. Alors, quand j'entends ça de la part d'un professionnel comme toi, j'ai envie de dire, est-ce que, en effet, plus rien ne pourra être comme avant, maintenant que tu as touché à cet outil? Est-ce que tu as immédiatement saisi la façon dont tu pouvais t'en servir, ou ça a mis du temps également, toi, en tant que professionnel, d'utiliser l'outil, tout simplement? Il y a eu un tour de chauffe qui était long, ou malgré tout, il y a une intuition? Non. En fait, finalement, le petit Yannick qu'on voit se déplacer ici, ça se résume à un objet 3D comme il pourrait y en avoir un autre, quoi. Finalement, Yannick, comme le lampadaire, c'est des objets qu'on va pouvoir déplacer comme ça dans l'espace. Donc non, c'est plutôt très très simple de mise en œuvre, c'est très convivial. Mais effectivement, il y avait avant et après cette technologie. Toutes les technologies ont leurs limites, et on peut imaginer qu'il y a encore des axes de progression sur la qualité, sur la captation finalement des textures, du modèle, etc. C'est très satisfaisant en l'état. Comme tu as pu le constater, on ne va pas pouvoir s'approcher
On va avoir quelques artefacts et des choses qui ne sont pas oui, logiques. Voilà. Alors je suis obligé, là, c'est pas du tout le rendu final que j'obtiens, parce qu'il va falloir que je passe dans d'autres logiciels et que je composite, gros mot, tout ça. Mais voilà, c'est-à-dire que finalement, je vais pouvoir m'approcher à peu près sur une valeur comme ça de plan moyen. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de te parler, parce que je trouve ça génial. Encore une fois, moi qui suis un passionné, assister à ça et voir le début d'une nouvelle ère, parce que je pense une nouvelle ère pour ton métier, et ça ouvre un outil de création qui est ouf quand même. C'est un champ des possibles. Ouais, absolument. Merci encore. Mais je t'en prie. C'est top, vraiment top. Merci infiniment. Ciao. Allez, bye Salut. bye. Yanni, mais quel régal! Ça t'a plu? C'était génial, tu te rends compte? Je pense que les gens ont vécu une vidéo comme ils n'avaient jamais vu, parce que ça n'avait jamais existé. Donc, merci encore d'avoir ouvert les Avec portes. plaisir. J'espère qu'on pourra avoir bientôt un nouveau reportage de ce type, mais tu me dis que ça met du temps à concevoir et autres, c'est ça? Ouais, mais on est déjà en train de travailler sur les prochains épisodes. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est qu'un plateau de tournage en 3D volumétrique, et c'est une partie de l'avenir, croyez-moi. Merci Pépé. Mais c'est moi, en finir, voilà, on va se pousser, Voilà. on va avoir une petite vue On est comme au-dessus ça. du plateau là. On est au-dessus du plateau et le JT commence dans 4 heures là. Ouais. Dans 4 heures. Regardez. La cour des miracles, et puis en plus on fait la même taille. Ça m'a pas du tout dérangé pendant toutes les interviews. C'est merveilleux. Merci Yanni. Merci Pépé. Au revoir. Ciao. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, je voulais remercier chaleureusement Yanni, les équipes de TF1, ainsi que bien sûr Fred et Christophe. C'était génial quand même d'avoir vu ce plateau absolument dingue, comme ça, de capture volumétrique 3D. Je pense que c'est l'avenir. Et peut-être en effet, dans 10 ans ou avant, peut-être certains smartphones pourront faire ça. Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un outil incroyable pour la création, pour les cinéastes. C'est du délire. Merci à Valentin d'avoir filmé. Merci d'avoir regardé. À très très vite sur ma chaîne YouTube PP World. Il y a plein de vidéos. N'hésitez pas à vous balader. Allez, ciao! C'était bien ça pour les téléviseurs. Vous avez vu les images qui saccadaient et tout. Je l'ai fait exprès. Allez, ciao! Je vais te la refaire. Si moi je te fais le geste, tu bouges pas et tu as envie de bouger. C'est pas à toi que je fais ça. Mais c'est pas à toi que je fais ça, c'est à eux. Ouais. C'est la fin, on sort de la tour TF1 avec Valentin qui est ici et Valentin, comme toujours, super useful quoi. Valentin qui a filmé, qui nous a aidés et qui a vu des trucs de ouf quoi. Ah ouais, bah le plateau. Hein. Le plateau du JT de TF1, parce que qu'on aime ou pas TF1, c'est pas là le problème, mais tout le monde connaît ce plateau. Tout le monde connaît ce plateau. Et là, l'avoir vu la régie, c'est ouf. En plus avec Yanni, avec la technique et tout, c'est impressionnant techniquement. C'est vraiment un des plus grands plateaux d'Europe quoi. Au niveau de l'actu. Je crois qu'ils ont la plus grosse audience d'Europe en plus sur ce plateau. Et bien équipé technologiquement du coup. bien équipé technologiquement, comme dirait Valentin, c'est bien équipé technologiquement. Donc oui, c'est moins qu'on puisse dire. Moi je résume en disant, il y a du matos. Il y a du matos. Oui. Donc c'est bien. Alors n'oubliez pas les micros devant la bouche quand vous tournez le buste. Allez, on tourne comme ça. Ok. Allez, claque une première. Tic et toc, 2. Bonjour messieurs, c'est un petit peu dans les bonus. Hein. Alors vous avez un peu des choses que je vois normalement à Las Vegas et ailleurs, dans les salons. L'hologramme, c'est difficile à montrer en vidéo. Hein. Là, c'est la diffusion d'une image, vous savez, avec une hélice. Attention, ce n'est pas un hologramme, hein. C'est une diffusion avec une hélice. Hein. Chaque hélice a des diodes LED et ça s'affiche comme ça par cadence. Voilà, vous avez un truc, voilà, une hélice, une grande hélice, une grande taille. C'est rare que j'en vois de cette dimension-là. Donc pour la création d'images, je rappelle donc chaque pale contient des LED, c'est synchronisé et ça affiche une image. Ce n'est pas un hologramme. Voilà, c'est pas de l'holographie, c'est une diffusion. Et là, c'est protégé derrière un écran en verre parce que quand même, quand ça tourne, faut pas mettre la main, quoi.